Bonsoir à tous, chers amis, puisque nous sommes tous des amis ce soir. En guise d'introduction, ces quelques mots avant cette rencontre exceptionnelle entre Ernest Pignon-Ernest et Régis Debray, afin de vous présenter déjà ce lieu. La Ravure Absolument, créée en 2002, est à la genèse de ce projet. À travers cette revue, nous de lier dimension esthétique des arts plastiques aux débats intellectuels, sociaux et politiques. C'est pour cette raison qu'Art Absolument, dans son prolongement, souhaite créer un véritable cercle d'amis en entretenant un dialogue régulier autour des trois thèmes qui sont aimer et découvrir, penser et débattre, choisir et collectionner. Dans ce but, nous avons décidé d'ouvrir cet espace Art Absolument qui recevra régulièrement une ou un artiste qui pourra présenter son travail et son univers, mais aussi des thématiques comme l'Outsider Art Fair, où nous exposerons l'Outsider Art, dont nous exposerons des œuvres après celle d'Ernest. Je tenais, à titre personnel, à remercier chaleureusement Marie et Charles-Henri Philippi, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour, ainsi que mes deux précieux collaborateurs, Marie Courtois-Pavie et Tom Laurent. Enfin, et pour terminer, merci à Ernest Pignon-Ernest, qui depuis le début est à nos côtés, que nous aimons et soutenons. Et bien sûr, nous sommes très honorés que M. Régis Debray ait accepté cette invitation au dialogue. Alors, je voulais commencer cette intro, je voulais présenter donc ces deux artistes, ces deux personnalités que vous connaissez tous. Et moi, j'avais une première question que j'aimerais poser à Ernest et ensuite à Régis. C'est comment a été votre première rencontre? Qu'est-ce qui vous lie aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a lié hier? Et comment vous vous êtes rencontrés? Je veux dire de façon précise quand on s'est rencontrés. Je ne sais pas si Régis s'en souviendra. C'était pour moi un événement assez extraordinaire parce que j'étais très surpris. J'ai reçu un coup de fil de l'ambassade de Cuba me demandant d'aller à Cuba, de prendre l'avion dans la journée. Alors que j'étais absolument stupéfait, je savais... Voilà. Oui, bien sûr. L'année, parce que c'est antédiluvien ce que tu racontes. Précise un peu le siècle. C'est le siècle. C'est quoi, 80, 81 80, avant, 81 années 70, je crois. Années 70. En fait, Alejo Carpentier, le grand écrivain, était mort la veille. Et il était ambassadeur, je crois, de Cuba à Paris. Et on ramenait son corps à La Havane. Donc il y avait là, dans l'avion, il y avait un tas de personnalités comme Régis, René Depestre, Claude Couffon, enfin je me souviens pas, tout le monde. Moi j'étais un peu étonné d'être invité dans ce groupe-là, que je ne connaissais pas à ce moment-là. Et lorsque je suis descendu de l'avion, Madame Carpentier, moi j'avais tout lu, Le siècle des Lumières, Le partage des eaux, le concert baroque. J'avais une grande admiration, mais ça me semblait un homme tout à fait inaccessible. Et quand je suis descendu de l'avion, Madame Carpentier a demandé qui était Ernest Pignon. Et l'année précédente, j'avais eu une exposition à l'Arc au Musée d'Art Moderne. Elle m'a dit, mon mari avait tellement aimé votre exposition que je tenais à ce que vous soyez là à ses obsèques. C'est là que j'ai vu pour la première fois Régis. Je l'ai même vu dialoguer de très près avec Fidel Castro devant la tombe de Alejo Carpentier. Ouais, c'est très impressionnant. Mais sinon Régis, je l'ai toujours rencontré et il incarne ma génération. Je veux dire que je suis très heureux, très flatté vraiment d'être son ami, parce que je veux dire qu'il s'est coltiné avec tout ce qui a fondé effectivement les espoirs, les aspirations, les recherches de ma génération, autant du point de vue philosophique, je veux dire que c'est d'Althusser, qu'il est ami de Pérec, et puis les grandes expériences essentielles du demi-siècle, quoi. C'est-à-dire ses relations avec l'Amérique latine, son lien avec Guevara, conseiller d'Allende et de Mitterrand, c'est-à-dire les deux grands moments historiques forts de ma génération, quoi. Je veux dire qu'il est essentiel là-dedans, là, donc la rencontre.
Et vous, Régis? Bon, ne croyez pas qu'on fait une société d'admiration mutuelle. C'est lassant. Je ne pensais pas dire ça. Non, mais bon, c'était très gentil. C'est vrai que Ernest est un ami très proche, mais je suis tout de même très emmerdé, pour tout vous dire. Parce que parler avec Ernest est absolument impossible, puisque tout a été dit sur lui. Je m'en suis convaincu en trouvant dans ma bibliothèque tout à l'heure un livre qui s'appelle Face au mur, qui est remarquable, de chez Delpire qui est mort hier. Oui, en effet. C'est Delpire qui a eu l'idée de ce livre. Auquel on peut rendre hommage. Et quand vous voyez la liste des intervenants, vous voyez absolument tous les écrivains et tous les intellectuels français. Enfin, je m'excuse, il y a peut-être parmi vous quelqu'un qui n'a pas participé à ce livre. Mais il y en a 2 qui ont participé. Ça ne m'étonne pas, ce sont les meilleurs. Et quand on lit tous ces textes, on se dit, bah, ils ont tout compris, beaucoup mieux que moi, chacun a son angle de vue, parce qu'au fond, je ne connais pas quelqu'un dans le monde plastique contemporain qui est fédéré, attiré, magnétisé, inspiré autant de personnes que toi. C'est même troublant, parce que je sais que tu ne les soudoies pas. Ce sont des contributions bénévoles. Mais il y a un effet psychanalytique devant ton travail, comme on dit. Moi, je préfère dire, il faudrait dire tes interventions, on y reviendra. Mais devant ton travail, il y a un effet divan. Les gens s'allongent sur le divan et se racontent. Et c'est très impressionnant parce que, évidemment, chacun parle de lui. Hein. Bon, là, c'est évident. Quand le bon commentaire est toujours une auto-analyse ou un auto-dévoilement. En tout cas, voilà, c'est pourquoi je suis un peu emmerdé, parce qu'on ne peut que répéter des choses qui sont magnifiquement dites. Le texte de Lydie Salvaire, par exemple, sur les mystiques, est admirable. Non, il y a vraiment, je vous recommande, c'est peut-être un très bon livre de philosophie et de littérature. Alors, je vais vous impressionner en vous disant quelques noms tout de même. Et puis en fait, ça va des cathos au coco. Hein. C'est très mélangé. C'est tellement proche. Alors, c'est Christian Bobin, Alain Borel, Edmond Charleroux, François Chalin, Hélène Sitsous, Jérôme Clément, Comolli, Cueco, Darviche, Anne-Marie Garat, Laurent Gaudet, Gisèle Halimi, enfin tout le monde, quoi, tout le monde. Jean-Pierre Léonardini, ça, c'est par l'humanité. C'est parce qu'il a écrit sur le personnage de Pulcinella. Oui, c'est ça. Qui est un personnage de théâtre de la Commedia dell'arte. Non, mais alors voilà, que je l'ai sollicité. Pour vous snobber, je vais continuer un peu, pour vous montrer tout de même. Et alors je vois Jean-Marie Laclaftine, Mordilla, Jean-Luc Nancy, Éric Orsena, Daniel Pénac, Olivier Pi, Martial Ray. Enfin écoutez, je m'arrête là. Jean Rouault, Yves Simon, Fred Vargas, etc. André Welter qui n'est pas là, et je comptais beaucoup sur lui pour faire rebondir cette conversation, Michel Vinavert, Virilio. Donc voilà, là vous avez un petit pignon illustré que je vous recommande. Et j'ai travaillé ce matin à la réédition de ce livre, parce qu'il a quelques années, et j'ai reçu aujourd'hui un texte de René Tsekati sur mon travail sur Pasolini, un texte de Pierre Bergogneau sur ce que j'ai fait dans la prison, et un très joli poème de François Morel sur Louise Lam, la dame nue là que j'ai connue. Voilà. C'est-à-dire que le livre, il y aura une dizaine de nouvelles participations. Mais je voulais dire que nous n'avons pas cherché avec Robert Delpire à faire en foutant à la vue avec Onfray, Debré, Nancy et tout ça. C'est-à-dire que les choses sont assez ciblées. C'est-à-dire, sur le travail que j'ai fait en Algérie, sur la mémoire de Maurice Audin, c'est Henri Allais qui a écrit, et Florence Beaujeu. Sur l'avortement, c'est Gisèle Halimi. C'est-à-dire
Je veux dire que c'est les choix sur les travaux que j'ai faits sur les immeubles, c'est justement François Chanin qui a écrit dans ce lien avec l'architecture. Hein. C'est pas une accumulation de personnalités, c'est pas people, quoi. C'est vraiment. Et alors, Elisabeth, elle avait écrit un livre sur mon travail il y a déjà 25 ans, donc voilà. Tout a été, et comme quand je dis que c'est René de Secati qui écrit sur Pasolini, c'est lui qui en France connaît le mieux l'œuvre de Pasolini, quoi, vraiment. En tout cas, peut-être que je ne vois pas qui d'autre pourrait avoir aimanté autant de réflexions, autant de poètes, autant de philosophes. Bon, alors moi je vais commencer par une question triviale, parce que je lis les magazines, contrairement à toi, et j'entends beaucoup parler du street art. Le street art est quelque chose de très à la mode aujourd'hui, on en parle un peu partout. Le street art, bien sûr, c'est américain, comme le nom l'indique. Alors, j'ai l'impression que tu fais autre chose et que tu le faisais avant. Mais je voudrais que est-ce que ça ne t'agace pas de devoir, toi, comment dirais-je, rabattu sur le street art, et en quelque sorte, je ne dis pas qu'il t'aurait volé la vedette, parce que tu fais autre chose. Mais quel est ton sentiment par rapport à cette omniprésence? Ouais, tu devines hein, que je suis plutôt partagé, quoi. Vraiment, plus que partagé. Dans ton livre Civilisation, tu fais un résumé de ça. Tu dis que moi, j'essaie de faire de la rue une œuvre d'art, et que le street art fait de la rue une galerie. C'est un résumé, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Vraiment. Alors, moi, j'ai fait des interventions in situ comme ça dès 1965-66. L'an dernier, le Courtauld Institut de Londres a fait une journée sur mon travail et qui s'appelait Before Banksy. Et ils avaient un enregistrement où le fameux Banksy dit « Mais en France, Ernest Pignon a fait ça 30 ans avant moi. » Voilà. Mais il se trouve que... Donc c'est vrai, j'ai fait ça 30 ans avant, mais l'approche n'est pas du même ordre, quoi. En effet, comme tu le dis, je veux dire qu'en même temps, je recevais des lettres de Francis Bacon me demandant des photos de mes interventions. Je veux dire, pour dire que ça résonnait aussi dans la peinture. Voilà. Oui, mais le tampon a été posé ouais. en anglais, si j'ose dire. Ben, il a fallu qu'il y ait un vocable anglais pour qu'on parle de ça, c'est vrai. Alors c'est partagé. Il y a quand même des livres sur le street art qui ignorent mon travail, mais quand même, on en reçoit un par semaine presque en ce moment. Hein. C'est la mode, quoi. J'ai reçu cette semaine street art et cinéma, alors ils ont mis mon Pasolini. C'est un phénomène de mode, quoi, vraiment. Moi, je me sens peu de choses en commun. Il y a là-dedans quand même des gens qui inventent. Tout n'est pas rejeté. Il y a des gens qui inventent une écriture avec la bombe, qui est dominée, qui est intelligente, qui est intéressante. Et comment tu vois justement cette génération d'artistes, jeunes artistes qui sont arrivés depuis maintenant 10-15 ans? Comment tu les vois? Comment ils te voient? Il y en a beaucoup. Pratiquement, je reçois un mail tous les jours. Dès qu'un type fait un truc dans la rue, on m'envoie un mail en envoyant. Voilà. J'ai l'impression, moi, comment dire, je suis obligé de mon travail. Moi, mes œuvres, ce sont, vous l'avez titré dans la revue, ce sont les lieux eux-mêmes, c'est-à-dire, je n'expose pas de dessin dans la rue, quoi. Je veux dire que mon travail consiste à appréhender des lieux, à essayer de les saisir dans toute leur complexité, c'est-à-dire en peintre d'abord, en plasticien, c'est-à-dire que si je sais que j'interviens dans un lieu, j'y vais à toutes les heures de la journée, je sais comment la lumière vient dessus, je sais comment on va découvrir le mur, la façon dont on l'approche, je sais la texture du mur, les couleurs, l'espace, donc je fais une approche de plasticien. Dans le même temps, je fais une approche de ce lieu
de tout ce qui ne s'y voit pas. C'est-à-dire, d'un côté, je fais une approche de tout ce qui se voit, donc la lumière, l'espace. Simultanément, je fais une approche de tout ce qui ne se voit pas dans le lieu, c'est-à-dire son histoire, sa mémoire enfouie, en quelque sorte, son potentiel symbolique, et mes images naissent de ces deux pôles comme ça. C'est-à-dire, c'est pour ça d'ailleurs que je ne peux moi intervenir qu'avec le dessin, parce qu'il n'y a qu'avec le dessin que je peux mener de front les deux problèmes. Le problème purement plastique d'inscrire une image dans l'espace de la ville, et le problème du sens de ce qui est figuré et comment c'est figuré. Je veux dire que je dis ça parce que je ne fais pas le même type de dessin à Naples qu'à Soweto. Oui, mais alors permets-moi une question. Tu dis que le sujet c'est le lieu. Donc il ne devrait pas y avoir ici de dessin de toi. Je sais que tu n'aimes pas trop qu'on parle de ton dessin, même tu as une qualité de très remarquable. Enfin, moi, si on me demandait en 3 mots, Ernest, qu'est-ce que c'est? Je dirais Ingres plus Jaurès. Alors, merci. Ingres plus Jaurès. Vous avouez que Jaurès, ça m'ennuie un peu, parce que c'est tout de même très cucu. Les bons sentiments, les bonnes causes, ça ne fait pas généralement des œuvres d'art. Mais toi, tu arrives à, disons, à subsumer, je vais être pédant, Jaurès à Ingres. Cela étant dit, puisque tu fais des interventions qui n'ont de sens que par rapport à un lieu, disons, que tu mets en scène, que tu fais parler, dans lequel tu réinsères le passé implicite dans ce lieu, pourquoi y a-t-il alors des dessins de Pignon en vente dans un certain nombre de galeries, dont celle-ci? Alors, est-ce que, comment dirais-je, tu joues sur les deux tableaux? Tu es à la fois l'homme des interventions qui doit être pris dans ces circonstances, et puis tu es aussi l'homme de la représentation qui a des œuvres, il faut bien appeler des œuvres. Et alors là, tu es à la fois donc un activiste et un artisan. Et non, alors tu joues sur les deux tableaux, camarade. On joue tous sur les deux tableaux. Mais là, évidemment, tu es à la fois... Je peux répondre là-dessus. Oui, mais réponds parce que voilà, pourquoi c'est là tout ça, puisque c'est hors lieu. Ouais. Je vais résumer. En effet, ce que j'expose, mettons, je disais que j'allais prendre un exemple, comme il y a cette photo-là de Naples, à la ZECA. Je vais dire comment l'ensemble de mon travail fonctionne et pourquoi, en effet, ce que je propose là, ce que j'expose, on dirait, mais ce que je propose, c'est à la fois la rue de Naples avec son histoire, avec cette force qui vient du sous-sol, avec ce sacré qui vient du fond. C'est tout ça ma proposition. Alors, mettons, quand je fais le dessin qui est là, je sais où je vais le coller. Par exemple, ce dessin-là, j'ai dû en coller 30, c'est une sérigraphie. Les positions dessinent un parcours symbolique dans la vie, lié aux grandes pestes, aux grands tremblements de terre, à l'occupation espagnole, à des choses comme ça. Surtout lié à ce lien qu'il y a à Naples. Je veux dire, Virgile met l'enfer sous Naples il y a 2000 ans, quoi. Ce lien, cette évidence que le sacré vient du sous-sol, qu'il y a des liens avec la mort, avec le sous-sol. Donc je choisis une trentaine de lieux comme ça. Je fais ce dessin en m'inspirant des peintures de la grande peste du XVIIe siècle. Donc quand je dessine ce corps qui se termine par une main fragile comme ça, qui est imprimé sur du papier journal, donc sur un papier très fragile,
quand on voit l'image, elle annonce qu'elle va disparaître, sa mort est annoncée déjà. Voilà. Et cette main fragile qui est imprimée sur un papier fragile, je viens la poser. Je n'ai posé cette image-là que dans la rue, dont le sol est fait avec ces grosses dalles de lave du Vésuve. C'est-à-dire ces grosses dalles qui font 80 par 60 souvent, des fois plus grandes, noires, qui sont là depuis des siècles. Donc il y a une proposition plastique, déjà comme Anselmo, vous voyez cet artiste minimal italien qui met une salade sur du marbre comme ça. Voilà, Arte Povera. Moi je fais une proposition, en dehors de l'image, de ce qui est représenté, il y a une proposition plastique qui est là, dans cette confrontation entre la fragilité de mon image et ce sol qui est là depuis des siècles, ces pierres noires qui viennent du Vésuve en plus, cette menace permanente qu'il y a sur Naples. C'est-à-dire que j'utilise ce potentiel symbolique, la force suggestive de tous les éléments du lieu. Je colle ces images que dans la nuit du jeudi saint et du vendredi saint, en me saisissant de cette espèce de sensibilisation que produit la période de Pâques, de la passion et de la résurrection. Je veux dire, tout ça, c'est ma palette. Voilà. Le jour compte autant que le dessin lui-même. Voilà. Donc ça, c'est pour affirmer que nos travaux, c'est une intervention qui prend en compte l'espace, la mémoire, le temps. Voilà. Par contre, quand j'expose, comme par nature, donc mon travail ne peut pas s'exposer. Il est à 100% que le jour de Pâques, le vendredi saint. Par contre, il est le fruit d'une longue élaboration. Je veux dire qu'il y a 2 femmes qui font leur thèse sur mon travail de Naples, elles ont compté 98 livres dans mon atelier sur Naples, dans la Bible, les évangiles, les exercices spirituels et tout ça. Mon travail est nourri de toute cette approche, de toute cette appréhension, de toute cette compréhension des lieux, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Et quand je fais une exposition, là bien sûr c'est un peu réduit. À Nice, il y avait 400 je sais pas comment on dit, 400 trucs sur les murs, 400 pièces sur les murs, parce que donc mes expositions, ce ne sont pas les œuvres, c'est une exposé du processus du travail, c'est une exposé de la démarche. J'expose la réflexion, la conception et l'exécution. C'est pour ça qu'au fond, ça s'apprend assez facilement pour les gens. C'est assez bien reçu, parce que moi, ma palette, ce sont des choses qu'on partage. Quand on partage la ville, je me répète, on partage du temps, de l'espace, on partage du symbolique. C'est des choses qu'on a en commun. Et c'est avec ça que je fais œuvre. Lorsque les visiteurs viennent voir cette exposition, c'est vrai que lorsqu'on arrive, on a une grande photo de Pasolini que tu souhaitais mettre, et effectivement, en fond, celle de Naples. Et les gens me posent la même question que M. Debré vient de te poser. Et moi, ma réponse c'est les dessins préparatoires. C'est à peu près comme ça. C'est une façon de nourrir le sujet. Il y a même, je fais des dessins quelquefois qui ne sont pas indispensables, mais c'est une façon de rentrer dedans. Surtout à Naples, parce que moi je me suis coltiné à Naples avec toutes les mythologies chrétiennes. En fait, au fond, mon travail a consisté plutôt à travailler des espèces de glissements, mythologie grecque, mythologie romaine, mythologie chrétienne, partir d'une représentation d'Apollon qui annonce une Pléta et ainsi de suite, quoi. Ouais, oui, donc tu me disais pour les dessins. Les dessins sont indispensables parce que pour se confronter à un lieu comme celui-là, c'est-à-dire quand on met le dessin dans une exposition, vous voyez, il y a une Marie-Louise là autour, sur un mur blanc, un dessin ça tient le coup, quoi. Quand on a un peu l'habitude, on peut mettre 3 fausses coulures, 2 faux traits de construction, un dessin, dès qu'on a un peu d'expérience, on fait qui tient le coup, sur un mur blanc avec un cadre et tout. Quand vous le mettez dans une rue de Naples, il y a les draps aux fenêtres, des Vespas, tout le bordel visuel de la ville et tout. En plus, le fait qu'on ne pense pas à ça, c'est que on pense toujours que les dessins vont être découverts frontalement.
quand on colle dans les rues, et surtout quand c'est une rue de Naples qui fait moins de 3 mètres, les dessins sont appréhendés en biais, et il y a un travail sur le dessin, une façon de préparer l'inscription d'une image en 2 dimensions dans la rue qui est très spécifique. Ce n'est pas des anamorphoses, mais une espèce de distorsion du corps, souvent. Surtout, je travaillais juste notamment la mort de la Vierge, qui était des citations de Caravage. Ça n'est pas là, mais la mort de la Vierge, à Naples, j'ai travaillé 2 thèmes essentiels. Cette relation avec le sous-sol et l'idée de la mort et les représentations de la mort qui sont nées à Naples, et cette propension à vénérer les femmes qu'il y a à Naples. Voilà. Et j'ai fait le parcours sur les femmes et le parcours sur la mort se croisent dans Spaak à Napoli, avec une citation de la mort de la Vierge de Caravage. La mort de la Vierge de Caravage était fait pour une église de Trastevere, et il était en plein centre. Le tableau est conçu pour être, il est au Louvre, c'est un des plus beaux tableaux du Louvre, pour être chopé plein de faces. Et ben, il y a des gens qui pensent que je projette les dessins, et puis c'est impossible. Pour l'inscrire dans la rue, j'ai dû changer complètement l'espace dans lequel s'inscrit le corps. Voilà. Donc il y a un énorme travail de dessin qui est indispensable pour que ça tienne le coup dans la rue. Ce ne sont pas des dessins exposés dans la rue, quoi. Il y a un lien physique, et pas seulement, quoi, avec la rue. Et bon, enfin, Écoute, si tu me permets de remuer le fer dans la plaie, je te poserai la même question, non plus sur l'espace, mais sur le temps. Parce que tu sembles dire plusieurs fois dans tes textes, là, que je lis, que je relis, que tu épouses l'éphémère en quelque sorte, tu choisis des supports délibérément précaires, le papier journal et pas la toile, et donc il y a chez toi une sorte d'exaltation en quelque sorte du happening, c'est-à-dire de quelque chose qui passe et qui ne revient pas. Et pourtant, tu as un autre volet dans ton jeu, c'est que c'est l'inverse, c'est-à-dire que tout de même, ce sont des dessins extrêmement élaborés, d'une finesse, d'une expressivité extraordinaire, mais ces dessins, tu les exposes ailleurs, ils durent, tu les reproduis, tu les photographies. Donc, explique-moi comment à la fois, tu joues le jeu de l'immersion dans une sorte de fugacité assumée, mais par ailleurs, tu te retrouves dans des galeries. C'est un peu le problème du happening. Moi, je suis toujours frappé de la mauvaise foi des happenings. Les gens font des happenings, mais ils font des films, et ils font des photos. Il faut bien que ça dure, il faut bien que ça. Alors, on joue à la fois le grand seigneur qui accepte comme un comédien de disparaître après sa prestation, etc. Il y a tout un... C'est comme le théâtre. Tout un topos là-dessus, oui. On fait théâtre, mais en fait, on fait cinéma. C'est-à-dire, c'est reproductible, c'est projeté, ça dure, ça doit s'inscrire, il y a des journalistes, etc. Donc, explique-moi un peu ce que Sartre appelait la mauvaise foi d'Ernest Pignon. La mauvaise foi d'Ernest Pignon, c'est d'ailleurs celui qui est ce qu'il n'est pas et qui n'est pas ce qu'il est. C'est-à-dire, je ne suis pas un artiste, je fais des interventions absolument, je dirais, dans le souffle d'un moment, sur des supports qui n'en sont pas, mais aussi, attention, je suis un grand artiste, je suis dans la galerie de Charles-Henri Philippi, et vous pouvez contempler, et voilà. Explique-moi ce double jeu. Non, c'est pas... Écoute, je suis très à l'aise avec ça. Mais j'espère bien. Et d'ailleurs, je t'avoue que nous aussi. mais j'aimerais que tu un peu comprennes, parce que tu dis... Non, mais tu dis, tu es fier de ton papier journal. Hein, tu dis, c'est du papier journal. Ok, pas du papier journal. Une fois que c'est lu, on le jette au panier, d'accord? Mais moi, c'est que le papier... On ne garde pas, sauf les archivistes, ne gardent pas la dernière édition du Figaro. Juste parce que c'est le papier, quand j'ai commencé à faire ça, c'est parce que c'était le papier le moins cher, et puis, coup de chance, c'est celui qui se prête le mieux à ces collages, très, très souple, très malléable, et je le fais rentrer, là, vous voyez, dans la moindre infractuosité du mur, il fait corps avec.
Non, c'est que ma proposition artistique, elle est à 100%. Je m'oubliais même, tiens, encore. J'avais pris cette image. Ces images-là, je les ai collées, si je l'ai dit, dans la nuit du jeudi saint, du vendredi saint. Je prends en compte le temps, les lieux, le sous-sol, la force du lieu et de son histoire. Donc, si tu veux, mon œuvre à 100%, elle n'est que là. Elle est là, dans la semaine de Pâques, à ce moment-là. Là, ce que nous avons donc, c'est pour ça que c'est volontairement fragile. C'est des ersatz. Je peux pas, des ersatz de pignon. Je ne peux pas m'approprier. Tu as vu, cette église, elle est liée aux grandes pestes. Je colle là, parce qu'il y a ces 3 têtes de mort. L'église est un vœu fait au moment d'une des grandes pestes napolitaines. Je prends en compte la symbolique de ce sol qui vient du Vésuve. C'est la lave du Vésuve, ces grosses pierres noires. Tu vois, je veux dire que ma proposition plastique, elle est dans mon dessin, dans une approche de l'espace, dans le fait que c'est le jeudi saint et le vendredi saint. Je prends en compte des tas de facteurs qui font une réalité intense, quoi, vraiment. Du coup, une fois passée la période de Pâques, qui parle de la mort, de la résurrection, l'œuvre est en quelque sorte finie. Alors, elle est à plein que dans le contexte de Pâques. Donc il n'y a d'aura, pour sens Walter Benjamin, l'aura, l'unique apparition d'un lointain, il n'y a d'aura que fugace au moment même où tu colles, au moment même où ça dure, et puis après ça s'estompe. Donc la reproduction est une dégradation. Ouais. Donc ici, nous n'avons que du pignon dégradé. Nous n'avons que du pignon diminué. Mais je le présente. Mais il ne faut pas le dire, parce que moi je ne trouve pas diminué du tout. Je le présente comme ça. Je suis de ceux qui sont fiers d'avoir un pignon fait moi. Et qui n'est pas Naples. David pas Naples. Non, mais c'est conçu comme ça. Ma proposition, elle est à 100% que dans le contexte que j'ai choisi. Dans le contexte, je colle ça dans la nuit du vendredi. Le temps en fait partie, le lieu en fait partie. Tu vois, ma proposition artistique, elle n'est pas seulement plastique. Elle est à fond, dans ce contexte de Pâques. C'est tout. Après, elle peut disparaître. De toute façon, je ne peux pas m'approprier ces rues, ce sol et tout ça. Donc, il faut voir après mes expositions comme des espèces de reportages sur mon travail. L'exposé d'un processus de travail. D'ailleurs, je le présente toujours comme ça, comme des études. Pour que mes images fonctionnent dans les rues comme ça, je fais, mettons, pour cette image de Pasolini qui est là, j'ai fait 6 dessins complets, terminés, grandeur nature, tout ça. Et puis chaque fois, je trouvais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je veux dire, c'est une lente élaboration, quoi, voilà. Alors, tu as parlé de ton rapport au religieux, et c'est d'ailleurs un peu ce qui fait entre nous des atomes crochus, c'est que cette façon dont tu, comment dirais-je, articules l'évocation religieuse, baroque, dans des lieux de pèlerinage ou de culte, avec une mythologie beaucoup plus contemporaine, qui est celle de la Révolution, pour aller vite, du mouvement ouvrier. Parce que tu as parlé de la mythologie religieuse, tu ne parles pas de la mythologie révolutionnaire. Moi, une chose que j'aime beaucoup de toi, parce qu'elle se lie bien, c'est le Sacré-Cœur et Naples, si j'ose dire. Alors, c'est évidemment le parapluie et la table de dissection, apparemment, évidemment, au point de vue du style. Mais tu as fait cette chose qui, pour moi, m'a profondément touché, mais c'était il y a longtemps. Peut-être que tu ne t'en souviens plus. Moi, je m'en souviens. C'est quand l'escalier du Sacré-Cœur, où tu fais revenir, comme à Naples, où tout est en sous-sol, tout est sulfureux, tout est souterrain, diabolique, volcanique, etc. Tu fais revenir
sous le sol parisien les absents, c'est-à-dire les communards. Et je trouve que cette très belle photo où on voit cet escalier montant des disparus, avec l'effet de présence des absents, tu as le don de donner une présence aux absents par une sorte d'évocation magico-religieuse comme ça, qui les fait monter. Et d'ailleurs, je trouvais ça très beau, cette affaire du Sacré-Cœur, parce que là, j'ai relu un texte que j'avais fait sur toi, parce que dont je ne me souvenais plus du tout, que je trouve pas mal. J'en étais très fier. Non, j'en étais très fier sur le moment, je l'ai complètement... Que l'humanité est faite de plus de morts que de vivants, ça c'est une banalité. Mais que toi tu fais remonter les morts, et tu fais remonter les morts aplatis, c'est-à-dire qu'il y a deux sortes de morts. Hein. Il y a les morts dont on fait des statues, équestres notamment, qui sont les grands de ce monde, et puis il y a les morts qui sont invisibles ou tout plats. Il y a les morts verticaux et les morts horizontaux. Et toi, devant la verticalité du Sacré-Cœur, pompeuse, etc., tu as exhumé en quelque sorte, exsudé les morts aplatis, c'est-à-dire les pauvres, c'est-à-dire les vaincus, parce qu'on ne fait pas de statue aux vaincus. Et donc je trouvais qu'il y avait là quelque chose de très beau, une sorte de, je sais pas, au fond de retour du vaincu parmi nous, en donnant une noblesse à ce qu'il n'en avait plus, parce que ces communards, on ne les connaît pas, enfin, il y a quelques photos, et j'ai trouvé cette symbolique très belle, très militante pour le coup, parce que tout de même il faut dire que Ernest est militant, hein. C'est embêtant, il faut le dire. Ernest est un militant, c'est-à-dire Ernest a une mémoire, Ernest est solidaire avec ce qu'on appelle le peuple, c'est pas un mot très correct aujourd'hui, mais enfin bon. Et donc, avec une certaine religiosité. Enfin bref, j'aime beaucoup cette façon dont tu articules, je dirais, le retour du religieux et le retour du peuple. Voilà. Et cette... on trouve ça dans ton œuvre, non? C'est 1960, c'est au moment du centenaire de la Commune. Et j'ai étudié la Commune, et j'ai trouvé que c'était absurde de l'exposer dans une galerie, que ça ne correspondait pas, et que les lieux étaient porteurs d'une symbolique très très forte. Voilà. Et je fais des anachronismes en même temps. J'ai collé à la butte aux Cailles, j'ai collé à des endroits qui avaient des liens directs avec la Commune de Paris, mais j'ai collé sur les escaliers du métro Charonne et sur le quai de Seine où on a jeté des Algériens en 61. Je faisais une espèce de raccourci comme ça. Voilà. Mais enfin, c'était une... Moi, c'est l'époque où j'ai découvert Ernest Pignon, mais c'était une époque étrange. 1971, 1972. Il faut savoir que François Mitterrand allait déposer une gerbe de roses devant le mur des Fédérés en 71 et 72. Vous voyez un peu que... Vous ne voyez pas M. Macron aller tout d'un coup devant le mur des Fédérés, s'incliner. C'est fou quand même, hein, en 50 ans, ce qui s'est passé, quoi. Et toi, tu as cette... voilà, enfin, j'aime bien la façon, disons, dont tu inscris le temps dans l'éphémère, quoi. Tu fais remonter du temps dans les visions rapides, éphémères, et ça, c'est formidable. Ce sont mes matériaux, quoi. J'utilise le temps, le temps, l'espace et un élément qui vient perturber tout ça, quoi. En gros, c'est ça. Et alors maintenant, parlons un peu sociologie. Plus que sociologie, marketing. Tu vois que j'utilise des gros mots, moi je m'en fous. Comment ressens-tu, quelles sont tes relations avec le monde institutionnel de l'art contemporain?
depuis quasiment 50 ans que tu nous Le emmerdes. vrai art contemporain, l'officiel m'ignore. Tu es aujourd'hui. Je n'ai aucune. Alors, non. Tu es aujourd'hui, tu n'es plus aujourd'hui ce que tu étais il y a 30 ans. Non. Tu es aujourd'hui un artiste consacré, Ouais, célébré. Ouais. Même j'ai cru comprendre qu'un jour on s'était tourné vers toi pour orner le Panthéon d'effigies que le président allait inaugurer. Enfin, tu étais vraiment devenu. Enfin, ça va te choquer parce qu'aujourd'hui il n'y a que les parias qui méritent qu'on parle d'eux, mais là tu as frôlé l'artiste officiel. Ouais. L'artiste officiel de la social-démocratie. Allez, je te charge très fort. Je te charge très fort. Je n'ai aucune relation avec Beaubourg, par exemple. Il ignore complètement mon travail, je veux dire. Et le Fonds national d'art contemporain ne m'a rien acheté depuis au moins 30 ou 40 ans. Je n'ai aucune relation. Vraiment, je suis ouvert. C'est presque de l'ordre de la censure. Vraiment. Beaubourg ignore complètement mon travail, complètement. Par contre, les vrais musées d'histoire et tout, là où il y a. Ouais, j'ai exposé au musée des Beaux-Arts de Lille, au musée Ingres, tout ça, quoi. Ça c'est vrai, les vrais musées. Mais le clan, la nomenclature de l'art contemporain, au moins de toute façon, ce sont des gens suspects. Vraiment, c'est-à-dire qu'ils font pas leur travail. Je veux dire que j'essaie de trouver un exemple comme ça. Mais moi vous comprenez, je ne me plains pas. Je peux le dire parce que je suis pas ça va très bien. J'ai plein de propositions d'expo. Ça va très très bien, quoi. Mais c'est honteux, c'est un vrai travail de censure que font ces gens qui sont en place. Il y a un clan à Beaubourg qui est aligné sur les. C'est-à-dire, c'est très bien qu'il y ait Pinault, Arnaud, que les gens qui sont riches s'intéressent à l'art contemporain, c'est très bien. Mais le service public devrait rééquilibrer ses choix. Et servilement, ils sont alignés dessus. Ils font des plans de carrière, manque de courage intellectuel, vraiment des lavettes intellectuellement, quoi. Je veux dire, alors moi je ne pars plus en garde contre eux, parce qu'ils sont en place depuis longtemps. Je crois qu'il n'y a rien à y faire, c'est dans la nature même de ces gens. Voilà. Et tu as une explication? Ils sont alignés, quoi. C'est peut-être dans la nature de l'internationalité de l'art contemporain. Ils sont, ouais. Et l'internationalité est à dominante, disons, germano-américaine, pour aller vite. Ah bah ils sont persuadés que tout ce qui se fait ici est nul, quoi. Si Rébérol était allemand, il aurait déjà eu une rétrospective à Beaubourg, quoi. C'est évident. Ça se résume à ça, quoi. Une grande servilité, manque de courage, plan de carrière. Ouais. Je pense qu'il y a des gens suspects, quoi. Ouais, vraiment. Tu vas te faire des ennemis, là. Oui, mais là c'est déjà fait. Non. C'est déjà fait. Moi les institutions. Mais vraiment, je ne me plains pas. Il n'y a pas du dramatisme parce que ça va très bien pour moi, c'est vrai. Donc, mais les institutions ignorent mon travail. Je ne suis même pas dans les fracs, il doit y avoir quoi? Tu sais ça, peut-être toi, 50 000 ou 100 000 œuvres, non? Je ne suis même pas ni dans le frac de Nice, ni dans celui de Paris, quoi. Bon, voilà. Mais dans l'ensemble, maintenant, je ne voudrais pas y être. Hein. Je dois dire que c'est un privilège presque. Là, vraiment. Bon, c'est le privilège d'être un refusé, hein. Depuis le salon des refusés, chacun sait que c'est là que les choses se passent. Donc, à la limite, tu te tresses des couronnes, là, en disant à quel point tu es exclu. Mais je dis, ouais, c'est un fait. Mais il y a 30 ans ou 40 ans, j'aurais bien aimé y être. Ouais. J'aurais bien aimé qu'on m'aille. Maintenant, je refuserais. Ouais. On va peut-être passer, si vous le souhaitez, si vous êtes d'accord, si certains d'entre vous ont des questions à poser à M. Debré ou à Ernest Pignon-Ernest. Monsieur Ernest Pignon-Ernest. Voilà.
Ernest, tu dis souvent l'institution ne me donne pas la place qu'elle devrait me donner. Moi, je ne dis pas ça, je m'en fous. Non, non, c'est un constat, c'est tout, quoi. Tu t'en fous, mais enfin, tu ne comprends pas vraiment pourquoi tu n'as pas d'œuvre à Beaubourg, par exemple. Mais, je comprends pourquoi. Non, je pense qu'il y aurait une analyse très très complexe. Il y a plein de raisons, au-delà des personnes, au-delà des réseaux, au-delà des sympathies, des antipathies, tout ça. D'abord, tu t'es inscrit contre l'institution dès le départ. Ça, c'est très net. Alors, après, voilà, tu as fait partie de ces artistes qui se sont vraiment inscrits contre ce système. D'autre part, je pense que tu es arrivé à une période où on était dans une période de l'art pour l'art, à travers l'art conceptuel, l'art minimaliste, très protestant du reste. Et toi, tu arrives avec un art politique, poétique, et qui prend ses racines beaucoup dans l'expression... Un art catho. Un art catho, oui. Contre l'art protestant. Voilà, excusez-moi, c'est pas complètement. Donc, pas mon idée fixe, mais... Oui, non, mais c'est pour ça que je le dis exprès, parce que tu es là aussi, mais ça m'a paru tellement évident, ça paraît tellement évident. Tu n'étais pas seulement à contre-courant de l'institution, mais tu étais à contre-courant, totalement à contre-courant, de l'histoire de l'art en train de se faire à ce moment-là. Tout en étant dedans en même temps, parce que tu étais à la fois dans le in situ, qui était le grand truc où on fait... Et je comprends très très bien que tu dises sans arrêt, il ne faut pas s'arrêter à mes dessins. C'est vrai que tu es surdoué dans le dessin, mais que ton travail ne s'arrête pas. Je vais te dire, attends, c'est pas que je suis surdoué, oui, c'est pas vrai. C'est parce que pour que ça fonctionne dans la rue, il faut les travailler. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je t'assure. Sinon, ça marche. Sinon, ça marche. Si on veut que ce soit chargé d'histoire comme ce dessin-là, sinon c'est minable, sinon ça ne tient pas le coup. Si tu fais implicitement une référence à Caravage et que tu dessines comme un cochon, tu vois, c'est intéressant parce que de Caravage il n'y a pas de dessin, tu vois. Donc il y a plein de trucs très complexes. Si tu te confrontes, comme je disais tout à l'heure, à une église qui fait 25 mètres de haut, si le dessin n'est pas architecturé, il n'existe pas. Néanmoins, que tu arrivais vraiment à rebrousse-poil d'une époque, d'une écriture, d'une histoire, tout en étant dedans et aussi sans avoir le discours, parce que tout est affaire de discours aussi. Et donc tu te déstabilisais beaucoup, tu déstabilises encore beaucoup, où te caser, où te mettre, etc. Et puis l'institution aussi n'est pas toujours contente qu'on s'inscrive contre. Tu dois faire un article sur ce sujet. Mais je trouve que c'est vraiment un sujet. Tu dois faire quelque chose, c'est très intéressant. Tu es très bien placé pour le faire. Pourquoi Ernest Pignon-Ernest n'a pas de sa place dans un musée aujourd'hui? Mais c'est un peu un honneur aussi en même temps. Oui. Oui, c'est pour ça, c'est ça. Hier, j'étais avec un artiste que tu connais peut-être qui s'appelle Klaus Rinke, qui était cette mouvance allemande qui était le happening, etc. Et il était un peu dans cette posture aussi. Il a fait des happenings pendant des années. Et puis, bon, il dessine beaucoup par ailleurs, mais pareil, il est, alors que ses copains comme Baselitz, Immendorf, Lupertz, c'est des monuments, ils vendent leurs œuvres très très cher, mais c'est de la peinture. Or, lui s'étonnait aussi de ne pas avoir la place oui, mais alors moi, dans le Panthéon. Comment tu expliques la prospérité, à tous les sens du mot, de la plastique allemande contemporaine? La peinture allemande contemporaine, c'est pas compliqué. Le Kiefer, qui est l'histoire l'histoire pour le meilleur et pour le pire. En tout cas, il y a un côté épique. Et comment expliques-tu par rapport à nous, à notre fausse Il y a une raison très simple, c'est que les États-Unis, après la guerre, ont ballon libre et que là, il y a eu des réseaux de galeristes américains et allemands très, très, très puissants. Et les États-Unis ont soutenu les artistes abstraits américains comme un étendard du monde libre, et ils ont aussi soutenu les artistes allemands. Donc on est dans une conjoncture... Et pas l'école de Paris, j'ai bien compris. Non, mais alors pas l'école de Paris, voilà. L'école de Paris, de toute façon, pour des tas de raisons, c'était à côté de la plaque. C'est une peinture, l'école de Paris, extrêmement sombre, qui extrêmement dure, extrêmement sombre, extrêmement grave. Or là, on voulait des choses
qu'il est Surtout, témoin. c'est des petits formats. Oui, c'est des petits formats. Il y a, c'est François Morlaix qui a fait une exposition. Écoute, un Il deuxième. disait quand j'étais petit, je faisais pas grand. Il a repris tous ses tableaux au musée d'art moderne de Paris en les faisant immenses, les tableaux de ces années-là. Bon, enfin voilà. Donc tu devrais être très fier de parler dans l'institution. Non, mais moi, tu te rends compte, je me plains pas. Mais ma monographie, c'est le livre d'art que Gallimard a le plus vendu cette année, et tout ça. Non, mais tu as un Donc, succès. Je ne vais pas parler, mais il n'empêche qu'il y a l'institution, le côté de la nomenclature art contemporain, mais au style. Mais un sens, je le prendrai comme un livre. Mais il y a des tas de raisons, je te dis, au-delà. C'est il y a leur lâcheté, leur plan de carrière quand même. Ouais, mais c'est plus que ça. C'est dans un contexte. Non, enfin, il t'arrive une chose bien embêtante, c'est que tu n'es plus un artiste maudit et le marginal est devenu central. C'est une situation que tu devrais, à mon sens, essayer d'endommager maintenant ou d'éviter. Ça se passe mal. Ça se passe mal, Ernest. Ouais. Prochaine expo Bobo. Ernest, je voulais te demander, quelle est ta relation avec la figuration narrative? Ah oui, bonne question. Bonne question. Mon travail ne peut pas vraiment rentrer dedans, mais c'est beaucoup les peintres que j'admire de toute façon, et les amis. Je veux dire, il y a Vlada qui est là, Velikovic qui est ici, c'est des gens dont je me sens très proche, mais mon travail est très différent quand même. Kueko, j'ai une immense admiration aussi pour lui, puisqu'il vient de disparaître. Mais, voilà. Mais en général, je demande, parce qu'on m'a quelquefois invité dans le cadre de la figuration narrative, ma proposition n'est pas de cet ordre, c'est pas la même chose, quoi. Mais je m'en sens proche de beaucoup d'entre eux, quoi. Voilà. Et pourtant, dans ton œuvre et les figures que tu choisis, ce serait d'ailleurs intéressant d'avoir un commentaire de Régis Debray, s'il veut bien, sur le choix de ces figures et ce que ça lui dit quand il voit une œuvre d'Ernest Ernest et qu'il choisit un Pasolini ou une figure comme Genet, voir aussi ce que ça représente à la fois sa personnalité et sa génération, je pense, la bonne génération. Non mais, Non, mais c'est à toi que le discours. Moi, je pense que, si vous voulez, alors, pour le petit bout de la lorgnette, la figuration narrative est plutôt gauchiste et Ernest est communiste. C'est deux choses très différentes et très hostiles, comme chacun sait, terriblement ennemies. Et il y a chez, malgré les amis, bien sûr, malgré les amis, mais c'est un troisième article pour toi. La comparaison Ernest Pignon, Gérard Fromanger. On a des choses à faire. C'est exemplaire, là. Le Mao comme ça. C'est le Mao qui finit sa bobo. Non, il y a... Et regarde maintenant, les peintres chinois, c'est eux qui vendent le plus cher au monde. Non, bien sûr. Non, moi le choix, je voulais te dire, le choix du personnage, c'est passé comme ça. C'est-à-dire, je choisis des gens qui incarnent des aspirations, des valeurs et tout ça. C'est-à-dire que je prends des poètes parce que c'est comme si, comme je suis athée, que je n'ai pas de saint, mais ça, je leur fais jouer un peu ce rôle. Comme si c'était des gens qui incarnaient des aspirations et des valeurs. Je veux dire que Pasolini, il incarne toute la fin du XXe siècle, toutes ces contradictions. Il a son frère qui est tué par les communistes, il a 800 procès dans sa vie. Tué par les communistes? Oui, mais son frère était aussi dans un courant communiste, il est tué par des titistes. Pendant la guerre, par deux courants différents. Son frère est fusillé, son frère qui est pratiquement communiste, il est fusillé parce que c'est à la frontière de la Yougo, il y a un truc comme ça, voilà.
Son père était fasciste. Non, mais c'est quand je raconte comme ça, pas à partir de la biographie, mais il incarne, c'est-à-dire, lui, Pasolini s'affirme comme marxiste, mais il fait Oedipe et il fait l'Évangile selon saint Matthieu, c'est-à-dire qu'il affirme qu'il s'inscrit dans 2000 ans d'histoire. Je veux dire, moi, je me saisis de gens comme ça qui, dans la vie et l'œuvre, les deux incarnent je veux dire, je sais pas, tout, je travaille, même Mayakovsky, il incarne la révolution d'octobre et son suicide. Son suicide dit qu'il voit venir le stalinisme, la bureaucratie et tout ça, et cet échec porté, c'est-à-dire les poètes, et Artaud encore plus, il incarne, je veux dire, et Robert Desnos, il fait du cinéma, de la poésie, il aime le jazz, il part avec Alero Carpentier justement à Cuba et tout ça, et il meurt à Thérésine. C'est-à-dire, je me saisis de l'image de poète parce qu'ils incarnent des valeurs, des aspirations, un temps. Voilà. J'ai beaucoup plus travaillé là-dessus finalement que sur des thèmes directement politiques ou sociaux, quoi. Ça se recoupe, tu aimes les perdants, les parias et les opposants de façon générale. Je ne te vois pas faire De Gaulle ou Churchill, par exemple. Non, non, je l'ai choisi quand même. Je l'ai choisi. Pourquoi tu choisirais pas De Gaulle, j'aurais peut-être pu. J'ai fait un portrait de Gaulle parce que mon frère était un militant gaulliste et une fois, pour lui faire plaisir, je lui ai fait un portrait de Gaulle. Encore pour faire plaisir parce à que, quelqu'un. quand même, je veux dire, c'est pas n'importe. C'est pas à toi que je vais dire. Moi, je te propose un pape très anticlérical, comme le pape François, qui est une figure d'opposition face au capitalisme. Aujourd'hui, je n'en connais pas d'autres. Qui se l'affirme comme ça. Voilà un sujet pour toi. Le portrait du pape. Là, tu surprendrais beaucoup. Et voilà, c'est une façon. Écoute, je vais attendre une commande officielle. Et tu colles à Saint-Pierre. Et tu colles à Saint-Pierre. Les cardinaux ne seront pas contents parce qu'ils n'aiment pas le pape, comme tu sais. Oui, en plus. Bon, tu as beaucoup de travail subversif devant toi, mon Dieu. Bon. Après, je vais râler parce que chaque fois, après, je me dis, il faudrait que je dise ça, puis j'ai oublié, mais bon. C'est la règle du jeu. C'est la règle. C'est la règle, ouais. C'est des choses qui sont là. Je crois qu'on va conclure. Merci à Régis Debray, merci à Ernest Pignon-Hartness. Merci à vous tous d'être venus.